Et tu veux faire la vidéo à ma place? Oui? Oui? Oui, je suis à la bonne hauteur. Tu vois? Tu vas filmer, c'est ça? Bah oui. Ah, et puis quand il y en a un qui se ramène, il y en a deux. Quoi? Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture du mois de mai. En fait, j'ai pas eu le temps de tourner de vidéos avant, donc en réalité j'ai 6 livres, mais comme d'habitude pour que ce soit pas trop long, je vais vous faire 2 vidéos. Et c'est donc les 3 premières lectures du mois de mai que je vais vous présenter ici. Donc en fait, le mois de mai, je l'ai commencé avec les éditions de L'Homme sans nom, avec le 2e tome du cycle d'Alamander, qui est le Menzotin par Alexis Flamand. J'avais lu le premier tome il y a déjà un petit moment, j'avais vraiment adoré. Et je sais pas pourquoi j'ai traîné à me plonger dans ce tome-là. L'erreur est réparée et j'en suis bien contente parce que c'était un vrai régal de retrouver le monde d'Alexis Flamand et tous ses personnages. Il faut savoir que là vous avez une fantaisie mais qui est complètement différente de ce que vous avez l'habitude de lire habituellement en fantaisie. Comme le dit la 4e de couverture, les orques, les elfes, les dragons, vous croyez que c'est ça la fantasy, partez donc pour Alamander. Parce que en effet, Alexis crée son monde de A à Z. Il vous enlève tous vos repères, aussi bien espace que temps. Il s'en amuse beaucoup, il s'amuse énormément à nous mettre dans des situations où on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop à quelle époque, il mélange un petit peu tous les ingrédients qu'il a envie et il fait un monde à sa sauce. Toutes les créatures sortent tout droit de son imagination et je peux vous garantir que l'imagination d'Alexis Flamand c'est quand même quelque chose. Donc c'est vraiment très très original. Dans le tome 1 on retrouve un questeur qui en fait est un enquêteur magicien qui va devoir se rendre dans la capitale du pays voisin afin de garder sa maison. Je vous en dis pas plus. Mais l'histoire de la maison n'était qu'un prétexte puisque le but était de faire venir ce questeur sur place afin d'enquêter sur la mort d'un personnage du gouvernement. Donc dans le tome 2, il est toujours dans cette ville-là, il va repartir pour de nouvelles aventures, mais je veux pas trop vous en dire, je préfère vraiment vous laisser un petit peu le suspense entre guillemets. À côté de cette histoire-là, vous avez une histoire qui est parallèle, qui se passe des centaines d'années avant. En fait, on commence au fur et à mesure à savoir combien il y a de temps, mais encore une fois, il s'amuse à nous perdre, donc on ne sait pas trop. Avec un certain Lan Maek qui veut découvrir l'école Tsank et devenir un assassin. Et donc on va suivre sa quête de l'école et puis aussi lorsqu'il va devenir un maître et avoir ses propres disciples. Et en fait on se rend compte au tome 2 que les deux histoires donc, qui sont parallèles tout au long des romans se retrouvent et s'imbriquent l'une dans l'autre dans ce tome là, donc c'est vraiment bien fichu et c'est très sympa. La plume d'Alexis elle est très particulière parce qu'elle est bourrée d'humour, mais c'est un humour qui est réfléchi, qui est vraiment bien fichu. Et à la fois elle est très visuelle, donc quand vous avez des scènes de combat, donc encore une fois avec des créatures, des animaux que vous ne connaissez pas, c'est hyper visuel, ce qui fait que vous arrivez vraiment à vous plonger dans son monde et à avoir vraiment une bonne idée de ce qu'il veut vous présenter tout simplement. Donc il faut quand même mentionner une créature qu'on voit plus dans le tome 1 que dans le tome 2, qui est Redzel. Redzel en fait c'est un petit démon qui est le familier de John, donc notre questeur. Et ce personnage là, à lui tout seul, il pourrait presque porter le roman. Alors Alexis ne se contente pas de ça, il se contente pas de ce personnage là, mais vraiment c'est une trouvaille et ça apporte une touche d'humour complètement décalée dans toute la lecture. C'est ça qui est génial, c'est que c'est une fantaisie qui est bien ficelée. C'est une fantaisie avec une bonne histoire, surtout le tome 2, on sent que ça a évolué au niveau de l'intrigue, que c'est très réfléchi, mais en même temps vous avez vraiment un humour qui est décapant, qui est décalé, qui est... Voilà, c'est vraiment... c'est les crampes aux zygomatiques assurées. Donc si vous avez envie de découvrir une fantaisie un peu inhabituelle, enfin complètement inhabituelle et qui sort de ce que vous pouvez avoir l'habitude de lire,
n'hésitez pas à vous jeter sur le cycle d'Alamander aux éditions de l'Homme sans nom. Ensuite, j'ai continué sur une suite de saga, une suite de trilogie aux éditions Black Moon, puisque j'ai fait le tome 2 de la Légion de la Colombe Noire, donc qui n'a pas de nom pour une fois, c'est juste tome 2, de Camille Garcia. Donc en fait c'est une saga qui va nous présenter Kennedy, qui est une ado, et qui un soir a perdu son chat, ça commence très banalement, et elle va essayer de le récupérer, et pour ça elle va le suivre jusque dans un cimetière, et dans ce cimetière elle va penser apercevoir un fantôme. Une fois rentrée chez elle, elle va essayer d'occulter ça en se disant que c'était la nuit, qu'elle s'est fait peur, etc. Mais quand c'est sa famille qui va se faire attaquer par les fantômes et qu'elle va perdre sa mère, ça prend une toute autre tournure. Elle ne doit sa vie qu'à l'intervention de Jared et Lucas, qui sont deux jumeaux et qui font partie de la confrérie de la Légion de la Colombe Noire. Je vais pas trop vous expliquer le pourquoi du comment de la Légion, parce que c'est très bien expliqué dans les deux tomes et c'est assez intéressant de découvrir pourquoi ils existent, pourquoi ils sont là, qui ils sont, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, la Légion de la Colombe Noire, c'est 5 ados, dont Kennedy, qui vont essayer d'arrêter un démon qui s'appelle Andras, et ça va être très très compliqué. Donc dans cette histoire on a des histoires de fantômes, on a des histoires de possession, on a des histoires de démons, c'est vraiment bien ficelé. Si vous êtes amateur de la série Supernatural, vous allez adorer la Légion de la Colombe Noire, parce que clairement c'est quand même inspiré de ça. Vous avez les deux frères Jared et Lucas, alors ok ils sont jumeaux, mais Lucas c'est lui qui fait toutes les recherches sur son ordi, etc. Ça me fait quand même un peu penser à Sam. Vous avez Jared, lui il est plutôt sur le terrain, il fait un peu plus penser à Dean. Bon. Alors ok, Supernatural, vous avez deux frères, là ils sont 5, mais c'est le même type d'ambiance, le même type de fantômes, de personnages, de démons, de créatures, enfin voilà. C'est très frais, ça se lit très vite, c'est très très sympa. Pour ceux qui sont un petit peu réticents à lire de l'horreur, faut pas... Enfin, ça fait pas peur quoi. Enfin, personnellement, moi, la Légion de la Colombe Noire, j'adore l'ambiance, mais ça fait absolument pas peur. Ça reste du young adulte, donc il est vraiment abordable sans aucun problème. Les personnages sont très sympas. Kennedy, elle se demande ce qu'elle fout là, parce qu'elle avait jamais entendu parler de la Légion de la Colombe Noire avant. Elle est censée en être un membre, mais elle en est pas sûre, elle comprend pas trop pourquoi. On voit que c'est une jeune fille qui est à la fois forte, mais un peu aussi dépassée par les événements, parce que tout s'enchaîne très vite. Donc c'est un personnage qui est très intéressant. Les autres personnages sont aussi super intéressants. Je vous ai parlé des jumeaux. Vous avez aussi Priest, qui est le plus jeune de la bande, qui lui, c'est vous confectionnez une bombe à partir d'une canette de soda. Vous avez Alara qui elle... c'est un peu la badass du groupe. Enfin, c'est vraiment un groupe qui est bien homogène, avec des personnages au caractère bien travaillé, bien marqué. On s'ennuie pas, il y a pas mal d'action. J'aime bien l'ambiance, j'aime le tout. C'est vraiment une saga qui est à découvrir. Vous allez trouver des exorcismes de démons, vous allez trouver des possessions, vous allez trouver 5 ados un peu livrés à eux-mêmes et qui essayent de combattre un démon de premier ordre. Voilà, vous avez vraiment toute la recette complète pour faire un bon livre sur les fantômes, les démons, etc. Donc très sincèrement, c'est une très très bonne saga. Moi j'aime beaucoup. Le tome 1 et le tome 2 sont assez différents. Le tome 1 était assez linéaire, le tome 2 est moins linéaire, mais d'un autre côté vous avez moins de fantômes. Ils sont différents, ils se complètent bien, et j'ai vraiment hâte d'avoir le dénouement final de cette histoire dans le 3e tome, qui va paraître, je ne sais pas, courant 2016 très certainement, parce que celui-là est paru il n'y a pas longtemps, donc il va falloir encore patienter un peu.
Ensuite, j'ai enchaîné avec une auteure que j'adore, dans une série que j'adore, publiée chez Brajlon dans la collection Snark. Et je parle de Sophie Daba avec sa saga Sainte-Marie des Ombres et le tome 3 qui est L'Emprise dévorante. Alors, comment vous parler de cette saga, mis à part vous dire que c'est un énorme coup de cœur, que c'est un énorme coup de poing émotionnel, que c'est hyper original, que c'est génial, c'est juste c'est génial. Donc ça se passe dans le futur, ça doit être en 2069 ou peu s'en faut, quelque chose comme ça. Et le monde a un peu changé puisque les dévorantes sont apparues. Les dévorantes, ce sont des ombres, et lorsque vous traînez dans l'ombre, et ben elles se nourrissent de vous. Donc il ne faut plus sortir la nuit, des lumières, il faut toujours des lumières, enfin le monde c'est un petit peu organisé autour de ça. Mais ce que j'ai trouvé aussi sympa, c'est que pour moi le fait qu'il y ait les dévorantes, ça a quand même un peu changé le monde et qu'on retrouve une certaine anarchie. Voilà, vous retrouvez des groupes de nomades, vous retrouvez des groupes de motards, vous retrouvez des villes où chacun fait un petit peu sa loi parfois. On va dire qu'il y a quand même, pour moi, il y a quand même, c'est un petit peu augmenté l'anarchie, ça rend le tout très sympa. Donc dans ce monde-là, vous avez Lily, qui, quand elle était enfant, a survécu aux ombres. C'est la première et la seule qui a été mordue par les ombres et qui n'est pas morte. Et donc elle va servir de rat de laboratoire jusqu'à ce que ses parents n'en puissent plus et la fassent sortir de là au péril de leur vie. Et depuis ce jour, Lily est obligée de se cacher, de vivre sous une nouvelle identité pour avoir la paix tout simplement, pour qu'on arrête un petit peu de l'étudier comme un animal de laboratoire. Lily est tatoueuse. Et Sophie Daba, on voit qu'elle connaît vraiment bien le monde du tatouage, elle en parle avec beaucoup de passion et moi personnellement j'ai adoré parce que c'est un monde qu'on n'a pas l'habitude de voir en avant dans les livres et là ça colle vraiment super bien. Ça colle super bien au personnage qui est badass, qui est vulgaire, qui est franche, qui vous dit ce qu'elle a quand même sur le cœur, ce qu'elle a dans les tripes. Elle a énormément de tripes, elle n'hésite pas à se battre pour se sauver elle-même et sauver ceux qu'elle aime, même si elle essaye de cacher ses sentiments derrière une belle chape de plomb. En fait, c'est une nana qui a un cœur en or et qui, derrière une apparence hyper froide, hyper glaciale, cache pas mal pas des faiblesses, mais des blessures. Et du coup, c'est un personnage qui est très très travaillé, qui est très profond. Vous avez un attachement sincère pour elle et au fur et à mesure que les tomes avancent, eh ben, vous êtes toujours autant attaché, vous tremblez pour elle, vous lui souhaitez que le meilleur, vous comprenez ses décisions et c'est vraiment génial. Et donc au cours des 3 tomes, évidemment à chaque fois il va lui arriver des emmerdes parce que Lily elle sait pas se tenir tranquille. C'est une grande gueule et il y a des fois ça lui fait pas forcément du bien. Et puis eh ben, il y a d'autres personnes qui sont toujours à la recherche de Sainte-Marie des Ombres, soit pour en faire un rat de laboratoire, soit parce qu'ils pensent qu'elle est démoniaque, soit au contraire parce que ils pensent que c'est une sainte. Donc pour Lily c'est pas toujours facile. Donc elle se bat énormément au cours de ces 3 tomes, juste pour sauver ses miches, et puis aussi pour sauver la peau de ses amis et de ses proches. Je vais pas vous raconter en détail l'histoire de ce tome 3, vous avez à peu près les grandes lignes de la saga jusque là. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on découvre énormément de choses. Il y a énormément de retournements de situation, il y a énormément d'actions, de scènes de combat. Tout est hyper documenté. Dès que Sophie vous emmène dans un monde quel qu'il soit, par exemple Lily va aller chez les nomades, Lily va se retrouver aussi kidnappée par des mercenaires. Bon, mais à chaque fois qu'elle vous emmène quelque part, elle est hyper documentée sur le sujet qu'elle met en scène. Et tout ce qu'elle met en scène, elle le fait avec ses tripes. C'est vraiment passionnant, il n'y a pas autre chose à dire, c'est que tout est passionnant, c'est que c'est bourré d'action, c'est explosif, c'est de la dynamite. Bon, le langage il est assez cru, par contre il faut pas se voiler la face,
Mais Lily, elle est hyper attachante, elle est badass, elle est vraiment tout ce que j'aime. Et voilà, ça fait 5 minutes que j'arrête pas de vous dire que en fait c'est une série complètement géniale, complètement originale et qu'il faut absolument que vous la lisiez si vous ne l'avez pas encore lu. Donc il y aura 5 tomes, le 4e tome va sortir cet été et le 5e tome je suppose courant 2016. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo, ce premier point lecture du mois de mai. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie et mes lectures suivantes. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, une très bonne journée et à bientôt. Ciao!